Je dois pas être mort. Ah mais en même temps ma main elle passe à travers l'infirmière là. La DMT dans l'ayahuasca en Amazonie, la psilocybine qui est ici des champignons hallucinogènes, ou le LSD. T'as testé aussi ça? Et il m'a regardé avec des yeux ronds en me disant mais comment tu peux dire un truc pareil? Là il m'a sauvé la vie. C'était une semaine après la mort de Thomas. Bonjour Stéphane. Bonjour. Je suis tellement heureuse, je te l'ai dit, j'ai pas arrêté. Alors peut-être que tu t'es dit en arrivant chez moi, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là, à être si heureuse de me voir? Mais non, je suis ravi. Je suis ravi d'autant plus que c'est pour parler d'un sujet a priori bizarre que tu as l'air d'être contente que je vienne. Donc oui. C'est d'autant plus gratifiant pour moi parce qu'on parle tellement peu de tout ce qui entoure la mort. C'est tellement morbide en apparence pour tout le monde que... ton sourire démontre le contraire. On peut parler de ce sujet alors de façon différente. À tout moment je pleure pendant notre interview. Alors Stéphane Alix, je vais quand même te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Je ne sais pas qui ils sont vraiment, mais il y en a encore qui ne te connaissent pas. Tu es né le 1er août 1968 à Boulogne-Billancourt. C'est chic. À l'époque c'était aussi chic que maintenant? J'en sais rien, j'étais très inconscient à cette époque-là. Et petit finalement. Tu es journaliste, reporter de guerre, réalisateur, animateur et écrivain. Et beaucoup écrivain, parce que tu as écrit beaucoup de livres. T'as écrit à peu près 15 livres, c'est ça? C'est ça, oui. On en est à 15 là. Oui. C'est un bon chiffre, 15. Oui, je vais pas m'arrêter là. Ah, c'est ce que j'attendais. J'attendais que tu me dises ça. Tu deviens reporter de guerre quand tu rejoins l'Afghanistan à 19 ans. Donc tu fais tes études et tu files finalement. Ah, je fais même pas d'études, non, j'ai pas de bac, j'ai arrêté avant la terminale. Incroyable. J'étais assez découragé par... j'étais un peu tête en l'air et impatient de rentrer dans la vie. Et j'avais cette espèce d'obsession de vouloir devenir reporter de guerre. Pourquoi? Photographe. Bon, il y a 1000 raisons, je ne vais pas entrer dans le détail là, ça touche à ma psychologie, à mon enfance, à peut-être plein de choses. Mais je voulais absolument devenir le journalisme pour moi, et puis surtout la photo de guerre était vraiment un objectif absolu. Je voulais témoigner, je voulais assister je voulais voir ce monde en fait, je voulais voir le monde dans lequel on vit et voir ses excès, voir sa folie. Et donc j'ai été servi, quoi. Oui, tu as vu. Voilà. Et donc tu exerces ce métier pendant 15 ans. C'est un peu tes 15 pour l'instant, en tout cas 15 livres, 15 ans. Et là on est à 15 ans autour du sujet de la mort, hein. C'est vrai qu'on a du mal à le dire, tu vois, j'ai du mal à le dire aussi, le mot mort, alors que finalement c'est pas un gros mot. Et donc tu es reporter de guerre jusqu'en 2001, si je ne me trompe pas. C'est ça, enfin reporter de guerre, pas exclusivement, je fais ça aussi, mais je suis journaliste d'investigation, je publie mon premier livre qui est consacré au trafic d'héroïne depuis l'Afghanistan jusqu'en Asie centrale et puis jusqu'en Europe, pardon. Donc des sujets très géopolitiques, très complexes, comme l'émergence du mouvement des talibans en Afghanistan. Et voilà, donc je suis dans le cœur de mon activité. Et puis 2001, en fait, ça va être la mort de mon frère dans un accident de voiture qui va me faire complètement changer non pas de métier, parce que je reste journaliste dans l'âme je le suis maintenant depuis 35 ans, mais de sujet d'investigation. Alors c'est un sujet, le décès de ton frère dont tu parles beaucoup. J'ai vu d'ailleurs beaucoup d'interviews ou entendu des interviews de toi où on t'en parle comme de quelque chose, alors ton frère est mort et puis donc là, comme si on balayait un peu ce moment qui est tragique. Et je me dis, mais est-ce que toi, c'est pas une souffrance d'en reparler si souvent? Non. Au contraire. Au début, dans les premiers mois, les premières années, j'avais les marques de la difficulté du deuil. C'est évident quand tu perds quelqu'un dans même les années qui suivent. Tu sais, on vit dans une société où on se dit, on fait son deuil. Sous-entendu, ça va durer 15 jours, ça va durer 2 mois, ça va durer 6 mois. Et puis si au bout de 6 mois, t'as pas fait ton deuil, c'est pas bien. T'es pas un bon élève dans notre société. Donc toi, tu vis ça en culpabilisant d'être encore triste parce qu'au bout de 6 mois, t'es encore triste. Tous tes amis savent pas quoi te dire. Et puis on vit dans un monde où tout d'un coup, et ça devrait passer. Tu fais comme toutes les mauvaises choses dans notre monde, ça devrait passer. Mais en fait, ça passe pas. Quand t'as perdu quelqu'un, il sera absent toute ta vie. Et ça ne veut pas dire que tu peux pas trouver de la paix et de l'apaisement au bout d'un certain temps, mais tu as quand même, au moment de la mort et du décès d'une personne proche, tu as une blessure psychologique. Donc cette blessure psychologique, moi en tant que mec, j'ai vraiment considéré que je ne l'avais pas et que je gérais. Je suis costaud, je gère les situations.
Et puis, au bout de quelques années après la mort de Thomas, mon frère s'appelait Thomas, j'avais quand même des accès de colère, des accès de mélancolie, des moments où je sentais qu'émotionnellement, j'étais pas si stable que ça. Et j'ai découvert, en commençant une psychothérapie brève, que j'avais vécu un traumatisme. Bah oui, j'ai assisté à l'accident, quoi. Et ces traumatismes, je pensais que moi, en tant que bonhomme, je pouvais gérer, mais non, ça avait laissé quand même des blessures un peu inguérissables au cœur de moi, inguérissables juste par mon mental ou par ma volonté. Et de faire cette thérapie, qui n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques mois, c'était de l'EMDR, une technique, tu sais, qui consiste à suivre des yeux une boule pendant que tu te remémores l'événement traumatique, m'a vraiment soulagé et guéri de cette part de blessure psychologique. Et puis, donc ça n'enlève pas la douleur. Tu vois, il y a encore quelques années, je peux penser à mon frère, je peux penser à mon père, et puis il peut y avoir beaucoup d'émotions. C'est normal ça. Mais en même temps, maintenant, c'est sain, non, c'est sain de les vivre. C'est sain d'exprimer. C'est sain de laisser sortir sa tristesse, sa douleur, ses émotions. Parce que ce que tu sors pas, ça disparaît pas comme par magie. Ça reste en toi. Ça t'habite le vent, ça t'habite l'esprit. C'est comme... voilà, c'est comme un fantôme que tu laisses s'installer en toi et qui va influencer tes décisions, ta vie, ton comportement, alors que tu pourrais juste le laisser sortir et ça rend pas tout facile par magie, mais ça soulage, ça aide énormément, quoi. Alors moi, je t'ai découvert il y a de ça 3 mois. J'avais entendu parler de toi, mais j'avoue que j'avais pas compris encore totalement ce que tu développais, ton travail. Et il y a 3 mois, de manière extrêmement rapide, j'ai perdu mon papa. Et quand j'ai commencé à lire Le Test, qui est un livre que tu as écrit en quelle année ? En 2016. Ouais, voilà. On me l'a conseillé. On m'a conseillé toi et Christophe Fauré. Et vous vous soutenez beaucoup l'un l'autre. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, parce que on pourrait dire, non mais Stéphane Alix, il y a un côté très 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 spirituel, à la limite du farfelu, alors qu'en fait pas du tout. Quand on te lit, tout est concret. C'est un vrai travail d'investigation. Je suis extrêmement rationnel, extrêmement cartésien. Je suis journaliste. J'ai exercé mon métier de journaliste sur le sujet de la vie après la mort, exactement comme ce que je faisais avant quand je travaillais sur les talibans ou le trafic de drogue. Donc je suis rigoureux. Les livres que je publie, et notamment le nouveau, qui est une vraie synthèse de 20 ans de travail, qui s'appelle « La mort n'existe pas » chez HarperCollins, c'est vraiment une synthèse d'un cheminement et d'un questionnement scientifique et rationnel. Et d'un immense travail de recherche. Et d'un travail de recherche. Et c'est ça qui m'a amené à réaliser que nous avons une part spirituelle. C'est ça qui m'a amené à réaliser que la mort n'existe pas et que la vie après la mort est une conséquence logique des observations qu'on peut faire aujourd'hui. C'est pas une croyance que je te partage, c'est vraiment un raisonnement rationnel, un cheminement qui a été le mien année après année de confrontation. En fait, comment j'en arrive là ? Je m'intéresse à tous ces phénomènes qu'on classe en surnaturel, qu'on n'explique pas, et quand on en entend parler dans un journal, à la télé, comme ça, on se dit inconsciemment « Ouais, ils y croient » ou c'est n'importe quoi. C'est rigolo. Est-ce que c'est vraiment que ça ? Est-ce que c'est vraiment que des croyances ? Est-ce que c'est vraiment que des gens qui se trompent quand ils te disent avoir vu un fantôme, quand ils te disent être sortis de leur corps pendant un accident de voiture ? Est-ce que c'est que des gens qui ont rêvé, qui se sont trompés ou pas ? Voilà un bon terrain d'investigation. Donc je vais voir ces témoins, je les interroge. Je sais interroger des témoins, j'ai interrogé des trafiquants de drogue, donc je sais interroger des gens quand on me raconte des cracks. Je vais interroger des médecins qui ont été témoins de leur expérience ou à qui ils ont raconté. Et en faisant ce travail patient d'investigation, je m'aperçois qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main des mamans, des papas qui ont vécu un drame en perdant leur fils et qui ont eu le sentiment de le voir 3 jours après. C'est quand ils me c'est des sensations que tu décris qui sont assez similaires finalement. La sensation d'une main qui vient nous dire en gros ça va aller, un signe, quelqu'un qui une musique. En fait, tu as plein d'expériences comme ça qui entourent la question de la mort, qui sont extrêmement fréquentes et répandues et qui pourtant sont gardées sous silence. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas trop comment en parler. On vit dans une société qui se prétend rationnelle et qui pourtant est vraiment très très irrationnelle dès lors qu'on
qu'on commence à aborder des sujets qui sont a priori, qui ont l'apparence d'être farfelus, parce qu'on est à la frontière du religieux, du spirituel, on ne sait pas trop comment se positionner, et puis on doute soi-même. Tu vois, si... Toi, tu es religieux ? Pas du tout. Pour moi, c'est vraiment... je suis journaliste d'investigation. J'ai mon propre cheminement spirituel, mais ça me regarde et ça n'influence pas mon discernement. Au contraire même. Tu sais, le fait d'avoir perdu mon frère et d'investiguer et de travailler sur ce sujet-là pour essayer de trouver une réponse par rapport à où il est aujourd'hui, si on peut le savoir, ça m'a rendu 1000 fois plus exigeant que si je ne l'avais pas perdu. Bien sûr. Tu peux dire comment tu as perdu ton frère ? Un accident de voiture. Vous étiez en Afghanistan ? On était en Afghanistan, on travaillait ensemble. Et on partait sur un site qu'on devait visiter à l'aube. Et puis, on était à 2 voitures. Il te suivait ? Oui, il était dans la voiture qui était juste derrière la mienne. Mais je veux dire, il te suivait dans cette mission ? Il t'accompagnait ? Ou c'était une mission commune ? Il me suivait. Moi, j'ai monté différents projets en Asie centrale. Mes frères m'ont accompagné à plusieurs reprises. Et pour Géo, on a fait différentes choses. Et là, c'était une mission que j'avais montée pour la Société des explorateurs français. Et bien évidemment, mes frères sont venus avec moi. Et ce que je me demande par là, c'est est-ce que tu as eu de la culpabilité ? Parce que c'est un sentiment, je trouve, qui est très similaire. Moi, très souvent, je me dis, j'aurais dû voir qu'il était malade. J'aurais dû l'emmener avant. J'aurais dû lui dire ça. C'est une immense culpabilité, le départ de quelqu'un. Bien sûr, mais après, justement, la culpabilité, ça fait aussi partie des choses que tu peux travailler en psychothérapie pour voir si vraiment tu as une responsabilité ou pas. Et en fait, tu t'aperçois très souvent en psychothérapie que on est responsable de rien, tu vois. Mon frère, il était libre de venir en Afghanistan. C'est pas parce que c'est moi qui lui ai proposé de venir que tout d'un coup, je porte sa mort. Bien sûr. Malgré tout, quand même, ça m'habitait. Et quand je suis revenu avec le cercueil d'Afghanistan en France et qu'on a amené le cercueil chez mes parents, juste avant les funérailles, tu vois, malgré tout, ma première urgence, c'était de regarder mon père dans les yeux et de lui demander « Est-ce que tu m'en veux ?» Et à cette seconde-là, si j'avais senti la moindre hésitation dans le regard de mon père, je pense que je ne m'en serais pas remis. Parce que même si je n'étais pas responsable de quoi que ce soit, de sentir que lui aurait pu le penser, ça m'aurait détruit. Et il m'a regardé avec des yeux ronds en me disant « Mais comment tu peux dire un truc pareil ?» Là, il m'a sauvé la vie. C'était une semaine après la mort de Thomas. Donc, oui, je sais qu'on a... Parce que tu as une famille, t'en parles donc dans le test, que je vous incite vraiment à lire si vous êtes en période plus encore, le livre que je viens de sortir, qui est vraiment une synthèse de toutes ces expériences-là. Parce que le test, ça porte sur la médiumnité. En fait, moi, je dirais de tous les lire. Parce que, en fait, je trouve qu'ils se tiennent tous. Que dans chacun, on a une nouvelle connaissance. Il y a une nouvelle recherche. Là, tu as fait une synthèse. Je m'intéresse à plein de phénomènes différents. Mais disons que dans La mort n'existe pas, c'est vraiment... pour moi, le livre le plus abouti, le plus synthétique, le plus complet sur l'ensemble de ce que l'on peut dire à la fois scientifiquement et aussi spirituellement sur ce que c'est que la mort. Oui, que ça englobe tout. Ouais. Mais pour en venir au test, tu parles de ton papa. Donc moi, évidemment, j'ouvre le livre, je suis complètement bouleversée. Je me sens complètement connectée à ce que tu dis, à la tendresse que vous avez. Tous les deux, l'un envers l'autre, je sens une grande douceur de sa part, une grande rigidité, une grande pudeur aussi. Et le test, c'est toi qui décides, à la mort de ton papa, de rester aussi dans ton rôle de journaliste, malgré tout ce que tu montres dans ce livre d'affection que tu as pour lui, et de placer des objets dans son cercueil et d'aller voir les plus grands médiums qui font des contacts défunts, et de vérifier qu'ils retrouvent ces objets. Je ne vais pas spoiler le livre, ni tous les livres que tu as écrits, mais c'est extrêmement bluffant. C'est pas du tout... moi, je me disais, finalement, là, si les 4 disent exactement les objets en 4 secondes, je me dirais, bizarre. Non, c'est pas du tout ça. C'est un vrai chemin. Et du coup, tu m'as poussé à faire un contact défunt. J'en ai fait un premier avec ma sœur et là j'en fais un deuxième avec Pierre Jonas dont tu parles dans ton livre. Et effectivement, nous on a eu quelque chose d'assez fort, c'est que son odeur est tout de suite rentrée dans la pièce. Donc c'était incroyable et vraiment pour le coup je suis très cartésienne, ma sœur aussi, et on s'est regardé l'air de dire c'est incroyable. Et mon père, comme le tien, ne croyait absolument pas à l'après, quoi. Parce que toi, tu dis que ton père n'y croyait pas. C'est pas qu'il y croyait pas. Il était à la fois croyant parce que baptisé et puis parce qu'ayant eu une éducation un petit peu catholique, mais sans plus.
Il était très curieux, il lisait beaucoup de philosophes, en cherchant dans les ouvrages de philosophie peut-être des... Donc il avait une espérance. Il avait une Quand espérance. Même. Ah oui, moi pas du tout. Surtout après la mort de son fils, quoi. Bien sûr. Tu vas chercher quelque part. Mais justement, certaines personnes me disent bon, cette histoire de la vie après la mort, cette histoire des EMI, ça tu vas nous expliquer ce que c'est. C'est un peu pour se rassurer, comme les religions. Mais bien sûr, et c'est précisément pour ça que j'ai écrit Lorsque la mort n'existe pas. Parce que c'est légitime de se poser ces questions. C'est moi-même, je me posais ces questions quand, avant la mort de mon frère, on m'aurait parlé de fantômes, d'expériences de mort imminente, de choses comme ça. Je dis oui, ok, c'est des croyances, ça m'intéresse pas, ça me passe au-dessus, quoi. J'ai autre chose à faire, je travaille sérieusement, je suis en train d'enquêter sur qui sont ces religieux qui prennent le pouvoir en Afghanistan. Donc voilà des sujets sérieux, quoi. Et puis la mort de mon frère m'a forcé, d'une certaine manière, à ne pas avoir d'a priori et à aller m'intéresser à ces phénomènes. Qu'est-ce que c'est vraiment que les expériences de mort imminente ? C'est les gens qui, pendant un arrêt cardiaque, pendant un accident de voiture, disent être sortis de leur corps, vu une lumière, etc. Et donc, mes premières questions... T'en as rencontré, toi ? J'en ai rencontré un nombre incalculable. Et la première question que je me posais, c'est est-ce qu'ils ont halluciné ? Est-ce qu'on est sûr qu'ils étaient en arrêt cardiaque quand ils ont vécu ça ? Est-ce que ça peut pas être un rêve ? Enfin voilà, toutes les explications normales à une expérience qui paraît en gros anormale. Et en fait, quand tu fais ce travail d'investigation, tu t'aperçois qu'il y a des témoignages sur lesquels tu peux pas trop te prononcer, mais tu t'aperçois qu'il y a aussi des témoignages qui sont complètement inexplicables selon le modèle actuel. Et qu'est-ce que ça remet en question ? Par exemple, quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, qui est en train de subir une opération à cœur ouvert. Donc ça veut dire, concrètement, j'ai vu une opération comme ça. Tu as le poitrail ouvert, tu as la poitrine, la cage thoracique qui est écartelée, tu as le cœur qui est là, qui baigne dans de la flotte, et le mec est en train de travailler sur ton cœur. Et pendant ce moment-là, le patient raconte être au plafond et puis observer la scène et puis notamment voir le chirurgien, il a rapporté ça après, faire la poule. Le médecin ne comprenait pas ce que le patient voulait dire. Il disait mais qu'est-ce que ça veut dire que votre chirurgien faisait la poule ? Et le patient raconte oui, il avait les mains comme ça et puis il faisait comme ça, il faisait comme une poule. Et le psychiatre qui a recueilli ce témoignage, qui est un ami que je connais très bien, est allé voir le chirurgien en disant « Mais vous pouvez me raconter ce qui s'est passé dans le bloc opératoire ?» Et en fait, le chirurgien était d'origine japonaise. Et pour éviter de contaminer les outils dans le bloc opératoire, il avait l'habitude, c'est ce qu'il avait appris au Japon, de poser ses mains lavées sur son torse et de désigner ce dont il avait besoin, faisant ça à ses assistants. Donc, ce type, il avait la poitrine ouverte. Il était dans un état qu'on peut qualifier de pas tellement en capacité de percevoir ce qui se passait. Et des témoignages comme ça, des cas comme ça, t'en as pas 50, t'en as pas 100, t'en as pas 1000, t'en as des dizaines de milliers. Et pour peu qu'on se donne la peine de les vérifier, c'est-à-dire d'aller voir le témoin et de vérifier si ce qu'il décrit peut être vague. Tu vois, si moi, là, je te demande décris-moi un bloc opératoire, tu vas peut-être me décrire des trucs que tu as vus dans Urgence, qu'on a vu au cinéma, mais et puis je vais m'en apercevoir. Je vais m'apercevoir que tu me décris des choses assez globales, assez vagues, mais des témoins te rapportent des scènes un peu vagues comme ça, un peu globales, mais aussi parfois plein de détails précis sur des procédures qui n'étaient pas prévues, sur des détails qui se sont passés pendant l'opération qui n'étaient absolument pas prévus. Donc ça atteste de façon indiscutable aujourd'hui qu'il y a une dimension de notre conscience, appelle-la l'âme, appelle-la comme tu veux, qui, dans des moments où le cerveau est en souffrance, voire en arrêt cardiaque, est capable de continuer à être là, à percevoir et à vivre. Et quand tu croises les expériences de mort imminente avec toutes les autres catégories d'expériences un peu étranges que je présente dans mon livre les unes après les autres, tu t'aperçois que la science aujourd'hui, enfin je te fais un résumé extrême, la science aujourd'hui est en capacité d'attester que la conscience humaine n'est pas réductible à l'activité du cerveau. Ça veut dire que quelque part, il y a une part de nous qui est immortelle. Il y a une part de nous qui ne sera pas affectée par la mort de notre corps. C'est pour ça que le livre s'appelle « La mort n'existe pas ». C'est pas une figure de style, c'est pas une métaphore. Pour moi, c'est vraiment une évidence. Bien sûr que la mort existe. Bien sûr que mon frère, je l'ai serré dans mes bras, il est mort. Bien sûr que ton papa est parti. Mais qui est parti, en fait ? Qui est parti ? Est-ce que c'est l'entièreté de l'être qui était ton papa ? Ou est-ce que c'est juste la
le visage, la personnalité qui a été... L'enveloppe, d'une certaine manière, qui t'a accompagné cette vie-là. Mais derrière l'enveloppe, il y a quelque chose de plus essentiel. Ça, aujourd'hui, j'en suis convaincu, et pas seulement moi. C'est un constat que fait de plus en plus de scientifiques. On a au cœur de nous une part essentielle qui n'est pas ce visage que l'on voit dans la glace le matin, qui va survivre à la mort de ce visage, qui est... notre âme, quoi. Enfin voilà, le terme est un peu religieux, mais je trouve qu'il est vraiment adapté pour décrire ça. Il y a une part de nous qui est spirituelle, qui n'est pas affectée par la mort physique. Et ça, c'est pas une croyance, c'est vraiment une déduction scientifique qu'ont fait beaucoup de chercheurs. Oui, parce que dans tes livres, et d'ailleurs moi dans plein de reportages que j'ai pu regarder, vraiment je me suis gavée parce que j'ai besoin de savoir que tout n'est pas terminé. J'ai eu ce besoin-là. Des neurochirurgiens, mais vraiment très reconnus dans le monde de la médecine, vraiment, maintenant, sont convaincus que cette conscience reste quelque part. Comment, pourquoi? Ça, on n'est pas encore complètement au point. Parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe? La personne décède, et après, là, qu'est-ce qui se passe juste après? Déjà, tu parles des neurochirurgiens et des neuroscientifiques. Il y a quelque chose peut-être d'essentiel à rappeler, c'est que déjà, ils ne savent même pas comment la conscience émerge. On ne sait pas ce que c'est que la conscience. C'est un des mystères scientifiques les plus majeurs de notre société actuelle. C'est-à-dire qu'on fait comme si tu es conscient, je suis conscient, parce que notre cerveau fonctionne. Non. Non, c'est une hypothèse que pose le monde scientifique, mais aucun scientifique ne peut venir te dire aujourd'hui, ça y est, je comprends comment le cerveau fabrique la conscience. Personne ne l'a fait. Ça reste complètement hypothétique. Et je ne te parle pas de scientifiques un peu bizarres, je te parle des chercheurs parmi ceux qui dirigent les plus grands centres de recherche en neurosciences aujourd'hui. Le mystère de l'origine de la conscience est complètement aujourd'hui encore entier. Donc ça veut dire, comme on ne sait pas comment elle émerge, on ne sait pas quelle est la nature exacte de sa relation avec le cerveau. Il y a une relation avec le cerveau. C'est clair. Quand tu as un accident vasculaire cérébral, ton état de conscience apparent change. Quand tu bois 2 litres de whisky, ça affecte tes cellules cérébrales et ton état de conscience change aussi. Il y a un lien, c'est clair, il y a un lien qui existe entre cerveau et conscience. Mais ce lien ne veut absolument pas dire que la conscience est fabriquée par le cerveau. C'est vrai. Donc déjà, il y a un mystère colossal. Alors, postuler que quand le cerveau meurt, la conscience s'arrête, c'est une croyance. C'est une croyance de notre temps, c'est une croyance de notre société matérialiste, mais qui n'est pas plus démontrée que n'importe quelle autre croyance. Donc postuler que peut-être la conscience ne s'arrête pas du tout, comme le laissent entendre des millions d'expériences qui se produisent autour de nous, c'est beaucoup plus cohérent avec justement la réalité qu'on observe. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai acquis une sorte d'idées à peu près construites, à la fois sur la base de recherches, d'études sur les EMI, etc., mais aussi sur la base de ce que les différentes traditions spirituelles, comme le chamanisme par exemple, peuvent montrer en commun. Moi, je ne m'intéresse pas aux spécificités des différentes croyances spirituelles, je m'intéresse là où elles se rencontrent. Quand tu vois qu'il y a des points communs entre ce que t'enseigne le chamanisme au milieu de la forêt amazonienne et ce que dit le livre des morts tibétain, qui sont quand même 2 cultures assez éloignées l'une de l'autre, mais qu'elles ont des points communs sur ce qui se passe après la mort, là, ça devient intéressant. Et le point commun, c'est que non seulement on n'arrête pas de vivre, on continue à vivre, et on est dans un état de conscience exacerbé. Alors c'est dur à comprendre pour toi, pour moi, sans l'avoir vécu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un état de conscience exacerbé? Imagine-toi que là, maintenant, en parlant, on est dans une sorte de rêve. On est dans une sorte de rêve voilé, un peu comme dans Matrix. On croit être dans la réalité, mais en fait, on ne l'est pas du tout. On est dans un espace restreint, plus petit que la réalité telle qu'on pourrait y avoir accès, notamment quand on va mourir. Et donc, si là, on mourait comme ça, on serait dans une perception beaucoup plus large, on aurait l'impression de se réveiller en fait. C'est ce que rapportent beaucoup de récits. On a l'impression de se réveiller. Waouh, mais en fait j'étais dans un... Et regarde ce qui se passe dans les rêves. C'est un lama tibétain m'a dit cet exemple-là, il m'a dit, vous voulez savoir ce qui se passe quand on meurt? Regardez ce qui se passe quand vous vous endormez. Tu es dans ton lit, tu te détends, tu lâches prise progressivement, et puis à un moment, hop, ça y est, t'es passé, tu perds conscience, et tu t'es endormi. Et tu reprends conscience, tu es en train de rêver. Tu sais pas que tu rêves. Toi, tu as un état de conscience qui, a priori, a juste eu un petit moment d'interruption, mais tu étais réveillé, puis tu continues d'être réveillé, sauf que maintenant, tu rêves. La mort, c'est la même chose.
tu te laisses aller. Si tu es dans une unité de soins palliatifs et qu'on traite ta souffrance, tu souffres pas, ni psychiquement ni physiquement, ou très peu. Et hop, tu te laisses aller, tu lâches prise, et hop, tu meurs. Et hop, tu reprends conscience, tu es de l'autre côté. Tu sais pas trop ce qui vient de se passer parce qu'après, on t'a dit que la mort, c'était la fin. Donc, tiens, tout d'un coup, c'est pas noir. Je continue à voir des gens, je continue à percevoir mon environnement. Donc, je dois pas être mort. Ah, mais en même temps, ma main, elle passe à travers de l'infirmière, là. Ah bah c'est curieux ça. Peut-être que je suis mort quand même. Donc il faut un petit peu de temps pour commencer à réaliser. Est-ce que c'est pas traumatisant? Est-ce que certains n'acceptent pas leur propre mort? Si, ça peut être si, mais je pense que tu sais ce qui fait la façon dont tu vas vivre la mort, c'est aussi ce qui fait la façon dont tu vis la vie aujourd'hui, quoi. Si tu es quelqu'un qui est enthousiaste, qui est heureux, qui a toujours tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, si tu t'adaptes aux circonstances un peu changeantes, ça va passer comme une lettre à la poste, hein. Si en revanche, tu es quelqu'un qui a très 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 peur de changer quoi que ce soit dans ta vie, effectivement, le moment de la mort, ça va être un changement un peu radical, donc il va falloir un temps d'adaptation. Mais moi, il y a quelque chose qui est pour moi vraiment important à souligner, c'est que les visions un peu terrifiantes qu'on a, qui sont liées notamment aux films américains ou européens, hein, sur la mort, sont quand même globalement très colorées culturellement. Je pense que il y a une phrase qui pour moi est vraiment importante et j'ouvre mon livre La mort n'existe pas sur cette phrase-là. La mort est absolument sans danger. C'est une phrase qui a été dite et qui est une forme de synthèse partagée par un enseignant spirituel qui s'appelle Ram Dass, qui était un professeur de psychologie à Harvard, qui a suivi un enseignement spirituel et qui est devenu un enseignant spirituel et quelqu'un de profondément extraordinaire, qui a travaillé en accompagnement de fin de vie, qui a fait beaucoup de choses. Et il dit à un moment, voilà, si je fais vraiment la synthèse de tout ce que les traditions spirituelles ont à nous dire sur la mort, qui match aussi avec ce que disent les scientifiques, la mort est absolument sans danger. Donc toi, tu n'as absolument pas peur de ta propre mort? Écoute, a priori, là, maintenant... Tu n'as pas envie? Non. Parce que tu veux être avec... T'as une fille, c'est ça? J'ai une fille, oui. Qui s'appelle Luna, t'as envie d'être avec elle, t'as envie d'être avec les gens que tu aimes, j'imagine? Oui, voilà, maintenant, j'y suis allé de l'autre côté. Ah. Donc je sais ce qui se passe. Justement, j'aimerais que tu nous racontes. Et c'est ce que je raconte dans le livre. La mort n'existe pas. Succinctement, parce que l'idée c'est aussi qu'on aille le lire et qu'on prenne le temps. Succinctement, toutes les expériences qui sont liées à des états de conscience, comme les expériences de mort imminente et d'autres, montrent que ces expériences montrent que quand ton cerveau marche moins bien, voire plus du tout, plutôt que d'être inconscient, c'est exactement l'inverse qui se produit. Tu as une sorte de réveil dans une hyperconscience. C'est comme si tu réaccédais à une réelle réalité, alors que d'ordinaire, nous sommes endormis. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment ce que te disent les neurosciences aujourd'hui sur le fonctionnement du cerveau. Notre cerveau n'est pas une machine à voir le réel. Notre cerveau est une machine à nous enfermer en fait dans des schémas pour nous permettre d'être adaptés, de savoir réagir. Oui, c'est important finalement d'être dans ces schémas. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Mais le prix à payer de ça, c'est qu'en fait le cerveau te coupe d'une immense plage de la réalité dont il n'a pas forcément besoin pour te permettre de vivre au quotidien. Vivre au quotidien, ça veut dire quoi? Essentiellement, avoir une base de données d'expérience pour te permettre d'anticiper tout ce qui va arriver. Mais nous, ici, à Paris, en France, on n'a pas besoin d'anticiper des choses radicalement bizarres ou l'apparition d'un tigre dans la pièce ou d'anticiper. Donc, on a une marge de manœuvre qui est assez réduite. Et le prix à payer, c'est que tout ce qu'on n'a pas appris à voir, on ne le voit pas. Tout ce qu'on n'a pas appris à traiter, tout ce dans quoi on n'a pas baigné durant notre enfance, c'est que ça commence à être gommé notre réalité. Tu as sans doute un enfant en bas âge. Est-ce que parfois tu as l'impression qu'il regarde des trucs dans la pièce que toi tu vois pas quand tu le changes? Peut-être un peu, et surtout par rapport à mon père, il l'appelle tous les jours. Et mon père, c'était un accro au téléphone. Et tous les jours, mon fils, et on me dit, c'est normal, il l'a vu, ton père t'appelait. Je dis, mais il m'appelait, il avait 1 an. Quand tu dis qu'il l'appelle tous les jours, c'est-à-dire il prend n'importe quoi, un objet, et il l'appelle et il lui parle. Et c'est extrêmement déconcertant pour moi, parce qu'il va utiliser des mots que je lui ai
pas spécialement appris. Et c'est déconcertant. Et en même temps, ça me fait beaucoup de bien parce que je me dis que... Et il a quel âge ? Il a 2 ans. Bah écoute, il est dans ce temps où son cerveau est en phase de construction et il est encore très poreux à il est fermé à rien, l'ensemble du monde invisible. Donc peut-être qu'il parle vraiment avec ton père. Ce serait merveilleux. Peut-être que tu peux, sans surinvestir dessus pour pas mettre une grosse charge sur ton enfant, mais peut-être simplement lui dire de quoi vous parlez. Est-ce que tu veux me partager un petit peu ? Et puis là, tu vas peut-être avoir une surprise. Parce que peut-être que ton fils va te dire, tiens, mon grand-père a dit ça. Et là, enfin, voilà. Et en fait, tu vois, écoutons cet extraordinaire qui se passe autour de nous. Ça ne veut pas dire que c'est systématique, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps là, mais parfois il y a quand même des choses, quand on commence à leur prêter attention, qui deviennent vraiment intrigantes. Et je sais que les petits-enfants de 0 à 5-6 ans ont quand même encore une grande perception de dimension et de vibration que nous avons complètement perdue. Donc en fait, en se structurant, en grandissant, on se ferme à pas mal de choses. Complètement. C'est un mécanisme adaptatif. Donc toi, ce que tu as fait, c'est que tu as cassé ces codes-là. Exactement. Et c'était pas vertigineux pour toi ? Ça a été vertigineux. Je raconte en long et en large, parce que ça a pris 15 ans pour que je commence à pouvoir être habitué à ça. De quoi je parle ? Je parle du chamanisme notamment et de l'induction d'états modifiés de conscience très puissants pour justement casser tous les mécanismes cérébraux d'adaptation et d'interprétation. C'est avec des plantes, des chants ? En Amazonie notamment, c'est avec des plantes psychoactives qui contiennent une substance psychédélique qui s'appelle le DMT. J'ai fait ça parce que je me suis aperçu aussi que depuis une dizaine d'années... La chaîne YouTube et le podcast s'appelle Donne-moi tout, c'est DMT. Hein. Tout a du sens. Ah, c'est rigolo ça. Mais écoute, ces substances, elles sont interdites à la consommation, donc à aucun moment je ne veux les valoriser. Ce sur quoi je veux insister, c'est que ces substances psychédéliques, donc DMT, psilocybine, LSD, ont fait l'objet de recherches considérables pour leur application médicale, qui ont été arrêtées et qui depuis 10 ans reprennent. Donc ces substances font du bien quand elles sont étudiées, quand elles sont prises dans un cadre thérapeutique adapté. C'est ça, ça peut être extrêmement dangereux aussi. C'est démontré, c'est légalisé dans certains endroits aux États-Unis, en Australie, dans certains pays européens. Donc c'est pas juste une drogue comme ça sur lequel il y aurait absolument rien de positif à dire. C'est vraiment des substances qui sont utilisées même dans le cadre traditionnel, notamment en Amazonie, pour avoir des états modifiés de conscience et accéder à des dimensions de la réalité qui sont d'ordinaire imperceptibles. Toi, tu as testé ça. Et j'ai testé ça. Donc le DMT, c'est ça ? La DMT dans l'ayahuasca en Amazonie. Et puis après, d'autres substances, la psilocybine, qui est ici des champignons hallucinogènes, ou le LSD. Tu as testé aussi ça ? Qui est un psychédélique chimique, mais fait à partir de la synthèse d'un alcaloïde qui est contenu dans des champignons qui poussent sur des céréales. Ça a été découvert en 1938 par un chimiste suisse et ça a fait depuis l'objet de beaucoup de recherches parce que tant thérapeutique que presque philosophique. Et moi, en fait, ma dernière étape a consisté, et je le raconte en détail dans le livre, a consisté à faire des expériences en très haut dosage parce qu'on a vu que le LSD ou la psilocybine ou le DMT éteignent, quand tu les prends, un circuit cérébral qui s'appelle le réseau mode par défaut, éteignent ou baissent l'activité de ce réseau mode par défaut, qui est le réseau qui sous-tend ton sentiment d'avoir une identité, ton ego en fait. Donc en fait, ces substances éteignent ton sentiment de moi, ton sentiment d'individualité, et te propulsent dans une perception élargie de la réalité, où là, tout d'un coup, C'est pas violent ? C'est extrêmement violent, c'est extrêmement déstabilisant, c'est extrêmement déconcertant parce que il faut quand même aller sacrément bien pour... Déjà, tu fais bien de le souligner parce que c'est vrai qu'il faut être bien dans sa tête pour vivre correctement ses expériences et pas en être totalement submergé. Moi, ça m'a pris 15 ans. C'est 15 ans d'exploration, de voyage, de tentatives, d'accompagnement avec des psys, avec des chamans qui m'ont aidé à cadrer un peu l'expérience. Et au final, j'ai réussi je spoil un peu le livre, mais j'ai réussi à aller voir de l'autre côté, en fait. Et c'est... Tu spoil, mais tu dis pas. Tu nous en diras pas plus. C'est difficilement descriptible en quelques mots. Bien sûr. C'est difficilement descriptible. Oui, et puis moi, je pense qu'il faut qu'on te lise pour avoir toute la proportion du... c'est un long cheminement, 15 ans, donc c'est dur de résumer en quelques phrases. Et puis tu as beaucoup voyagé, même t'as si rencontré... pour moi, l'essentiel, c'est que la vie s'arrête pas, quoi. Oui. Aujourd'hui, si tu pouvais
guider quelqu'un qui nous regarde ou qui nous écoute, qui est en période de deuil ou qui sent qu'il va l'être. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent en ce moment, parce que j'en ai beaucoup parlé, qui me disent « je sens que mon père ou ma mère ou ma sœur va partir et je ne sais pas du tout comment gérer ça ». Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Sans être un... Avant la perte de quelqu'un? Avant, pendant, après? Alors, écoute, avec le docteur Christophe Fauré, qui est psychiatre et qui est spécialiste de l'accompagnement de fin de vie, on a fait un petit livre pratique il y a plusieurs années qui s'appelle « Accompagner un proche en fin de vie ». Et franchement, on l'a écrit d'une façon extrêmement didactique pour donner des éléments dans ces moments, dans ces semaines ou ces jours qui précèdent un décès. Parce qu'on est dans l'urgence, on a besoin de choses concrètes. Il est en livre de poche, ça coûte rien, et je le conseille vraiment parce que toutes les questions qu'on se pose et que moi-même je me posais quand mon père est mort et avant que j'écrive ce livre avec Dr Fauré, j'aurais aimé avoir ce type d'ouvrage. Quoi dire aux médecins, comment en parler, c'est quoi les antidouleurs, quels sont les problèmes de la fin de vie. On est très abandonné finalement. On est complètement abandonné, c'est normal. Moi j'étais persuadée que quand on était avec une personne en fin de vie, déjà j'étais persuadée qu'on nous disait et qu'on nous disait il va mourir. Bah non. Et moi personne ne me le disait. Je cherchais les yeux de tout le monde, mais c'est normal. Il y a des personnes qui finalement reviennent des soins palliatifs. Il y a des personnes. Donc je pense qu'ils peuvent pas se permettre de dire il va mourir. Bah non, et puis je pense que tu sais, la quasi-totalité des médecins, eux, ils sont là pour lutter contre la mort. Donc reconnaître la mort, c'est presque une dynamique d'échec pour eux. C'est pour ça que les médecins, il est si important de les former, notamment aux soins palliatifs, qui sont une autre approche de la fin de vie où la mort est plus acceptée. Et en soins palliatifs, on n'essaie plus de guérir des gens dont on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir les guérir. On essaie de prendre en compte leur souffrance psychique et physique. Et déjà, c'est considérable et c'est énorme. Malheureusement, en France, malgré le développement des moyens, trop peu de gens encore peuvent bénéficier d'un accompagnement en soins palliatifs suffisant. Et c'est précisément pour ça que ce petit livre, on l'a fait pour donner des clés de compréhension à ceux qui en auraient besoin un peu dans l'urgence. Il s'appelle comment ce livre? Accompagner un proche en fin de vie. Tout simplement. Il est en livre de poche chez le livre de poche. Voilà. Ouais. Et après, dans la période de deuil, pour moi, la chose la plus importante, c'est de ne pas refuser l'aide et de ne pas s'imaginer qu'on peut forcément s'en sortir tout seul. Aller voir un psy, ça ne veut pas dire qu'on est définitivement une épave ou qu'il faut attendre d'être au 36e dessous pour y aller. Un psy, c'est un homme ou une femme qui a appris à ne pas se projeter pour aider des gens et à écouter vraiment la souffrance pour pouvoir y répondre de façon la plus adaptée. Donc je pense que dans une période de deuil, on a besoin de se faire accompagner, on a besoin de pouvoir parler. Tous finalement. Tous. Et pas forcément à des amis ou à des proches, parce que les amis ou les proches, ils vont pas trouver les mots, ils vont pas forcément savoir écouter. Non, ça peut vite être agaçant alors que c'est bienveillant. Ouais. Mais il y a des phrases, moi, qui m'ont fatiguée. Ça va passer, j'ai absolument pas envie que ça passe. Tu vas faire ton deuil. C'est ce dont tu parlais au tout début de notre discussion. On fait pas son deuil. C'est une vie. Il faut accepter de vivre avec et sans, quoi. Enfin... exactement. Et puis c'est tout à fait possible. Hein. Le fait que le deuil ne se termine pas au bout d'une période, ça ne veut pas dire qu'on va être malheureux toute notre vie. Au contraire, on peut retrouver de l'apaisement. En fait, le deuil consiste à réinventer une autre forme de relation avec la personne qui est absente. C'est ça. Ça passe par tout un tas de mécanismes psychologiques qui sont tout à fait accessibles et tout à fait... Là, enfin, il suffit d'aller se faire aider. Et le contact défunt, est-ce qu'il faut faire attention? Comment? Ça ne va pas remplacer le travail thérapeutique qu'on va faire. Tu vois, c'est pas... pour moi, cette dimension spirituelle, c'est une réalité absolue. Je suis absolument convaincu maintenant. Parce que moi, par exemple, ça m'a fait énormément de bien. Oui, mais ça peut Parce que j'avais des questions et j'ai eu l'impression d'avoir les réponses. Et je me suis dit, même après, bon, si elle ne m'a pas dit la vérité, ça m'a quand même fait du bien. Enfin, s'il n'était pas là. Mais bon, j'avais son odeur et puis il y avait sa manière de parler. Je vois pas comment cette personne que j'ai contactée 5 heures avant pouvait me dire, il est comme ça, comme ça, comme ça. Il a rejoint son chien, il voulait absolument pas être avec d'autres gens et je sais très bien qu'il y avait une chose qu'il voulait, c'est soit ses filles, soit sa chienne qu'il aimait très fort et ma mère évidemment et il s'est excusé auprès de ma mère pour des choses extrêmement précises aussi. Je me dis par l'intermédiaire d'un médium donc.
Écoute, le médium, t'en es l'exemple, ça peut faire du bien et vraiment. Mais on peut vite être orienter... accro. Je l'ai rappelé plusieurs fois et elle m'a dit non. On peut être accro. Bah déjà, c'est vachement bien de la part de la médium de dire ça. Moi, tous les médiums que j'ai testés sont les premiers à dire revenez pas me voir avant 1 an, ça sert à rien. Et au contraire, ça il faut les laisser en fait. Non, c'est pas qu'il faut les laisser, c'est surtout qu'il faut prendre soin de soi. Oui. Et c'est pas parce que tu peux contacter un défunt par l'intermédiaire d'un médium qu'il faut le faire tout le temps. Mais ce que tu expliques, c'est qu'en plus, c'est épuisant pour eux. Non, c'est épuisant pour nous, surtout. Pour nous, oui. Ouais, c'est épuisant sur nous. Non, mais pour eux, de rentrer en contact, ça demande de l'énergie. À ton papa, par exemple, tu expliques aussi l'énergie que ça demande à tout le monde, en fait, dans ce moment. Exactement. Mais donc, tout est énergie pour toi. Conscience, énergie. Bah oui, mais après, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sera peut-être les prochains bouquins, oui. Ouais, ok. Parce que ma maman, elle est maintenant professeure et elle est artiste peintre, mais elle est professeure de Reiki et elle soigne beaucoup. Et par exemple, quand on était à l'hôpital, je pense qu'elle savait. Et elle essayait de me le dire, elle, que c'était qu'il guérirait pas et que ce serait rapide. Elle sentait tout. Et pareil, le jour où il est parti, elle est venue et elle m'a dit je suis là pour l'aider à traverser. Ouais. Et elle l'a fait. Et pour moi, c'est hyper important qu'ils se soient connectés tous les deux après un divorce, etc. Ils se sont, je pense, beaucoup dit de choses et se sont pardonnés. C'est génial, ouais. Ça. Ouais. Bah, j'aurais préféré qu'il fasse ça quand il était encore en chair et en os. Ouais. Mais bon. Et qu'est-ce que tu penses aussi, c'est une question qui m'a vachement été posée, de la manière d'enterrer, de faire partir le corps de la personne, parce que moi par exemple il n'avait rien laissé, on ne savait absolument pas, et j'ai souvent entendu me dire vous me brûlez tout ça et vous me foutez dans les bois, ou alors je serais bouffée par les bêtes. Et du coup nous on a choisi la crémation. Crémation, oui. Et il y a des religions qui disent que la crémation ne permet pas de passer de l'autre côté, tout ça. Donc j'ai eu une grande culpabilité. Mais tout ça sont des croyances. Ça sont des croyances. Je pense que une fois qu'on est sorti de son corps, voilà, c'est comme si tu disais qu'est-ce que je dois faire de la vieille voiture que j'ai revendue. Est-ce que c'est important qu'elle ne parte pas à la casse parce que je vais vivre mieux, moi, si ma voiture que j'ai revendue part à la casse ou pas? Oui, en fait, c'est devenu notre problème. C'est plus comment ceux qui restent sur Terre vont honorer la mémoire de la personne. Est-ce que vous préférez avoir des cendres qui soient dispersées à un endroit symbolique, ou est-ce que vous préférez avoir un lieu où vous allez pouvoir aller? Mais pour toi, ça n'a pas de conséquences. Non, et puis quand on va au cimetière, est-ce qu'il n'est pas là? En fait, il n'est pas là. Donc toi, tu ne vas pas au cimetière? J'y vais de temps en temps, mais j'y vais pas pour ça. J'y vais parce que c'est à côté de la maison de ma maman et que quand je vais la voir, mais je suis pas allé depuis des années parce que voilà, mon frère et mon père sont pas enterrés dans ces boîtes, quoi. C'est au même titre que je suis pas retourné voir la Skoda que j'avais achetée il y a 10 ans. Je me fous complètement de savoir ce qu'elle est devenue, cette voiture. Vraiment... J'aurais encore 1 million de sujets à aborder avec toi, comme une dernière chose, parce que ça je trouve que pareil à l'hôpital on nous en parle pas et c'est à la fin qu'on m'a dit ça, le regain. Juste, est-ce que tu peux faire une petite note sur ça? Oui, ça c'est un phénomène dont je parle effectivement dans La mort n'existe pas, qui interroge beaucoup les médecins. C'est notamment observé en unité de soins palliatifs ou en unité de fin de vie, dans les jours ou les heures qui précèdent la mort. Souvent, les personnes ont une sorte de regain d'énergie, de cognition. Ils sont même capables, s'ils étaient inconscients, de se réveiller, de reconnaître leurs proches. Souvent, c'est un peu déconcertant parce que du coup, la famille se dit « Ah bah ça y est, il va mieux ». Mais en fait, non, c'est un phénomène étrange qui précède la mort. Et ce qui est d'autant plus incompréhensible, c'est que ça arrive même chez des gens qui sont en dégénérescence progressive, comme par exemple les malades d'Alzheimer, qui peuvent être touchés par ça depuis des années. Donc là, c'est vraiment une dégradation irréversible des cellules cérébrales qui fait que voilà, les gens qui souffrent de ça n'ont pas de regain, n'ont pas de mieux. On ne sait toujours pas soigner cette maladie. Et pourtant, des personnes souffrant d'Alzheimer et parfois depuis des années vivent aussi ces mécanismes et ces périodes de regain quelques jours avant de mourir, où tout d'un coup ils se réveillent, ils reconnaissent leurs proches. Et là, c'est encore quelque chose qui vient bousculer nos modèles actuels, parce que c'est pas possible. Si notre cerveau fabrique notre conscience, un cerveau détruit par les plaquettes protéines de la maladie d'Alzheimer,
est incapable de se réveiller et de permettre à la personne de reconnaître les gens. Oui, ça a disparu. Ça a disparu. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et c'est observé par des infirmiers, par des infirmières, par des chefs de service d'unité de soins palliatifs. Mais toi, tu l'expliquerais comment? Pourquoi il y a ce moment? Pas, si tu veux. Le problème, c'est que toi, tu te poses des questions, tu poses des choses. Moi, je me pose des questions, j'essaie de savoir si les phénomènes et les témoignages dont on parle sont juste des âneries ou des choses vérifiables. Et à partir du moment où elles sont vérifiables, j'essaie d'en tirer les conclusions. Et les conclusions, c'est que la mort n'existe pas et qu'on survit à la mort de notre corps. Après, pourquoi, comment? Mais ça, c'est aux scientifiques de travailler pour essayer de modéliser ce qui deviendra le modèle le scientifique de demain. Aujourd'hui, on est vraiment dans ce passage, si tu veux. On a des modèles, on a le modèle de la physique quantique, de la relativité générale, on a des modèles qui nous permettent de comprendre beaucoup de ce qu'on observe dans notre monde, mais il y a plein de choses qui ne collent pas avec ce modèle. Mais on n'a pas encore inventé celui de demain. On n'a pas encore inventé le modèle qui permet d'unifier, par exemple, les deux théories. Tu sais, on vit avec deux théories physiques. La physique quantique qui te décrit le monde microscopique et la physique de la relativité générale qui te décrit le monde macroscopique dans lequel on vit. Les deux sont inconciliables. Et pourtant, ils décrivent deux aspects de la réalité. Donc déjà, il y a un problème. Il faut qu'on réussisse à trouver une comme théorie le corps et unifiée. l'esprit. C'est ce qu'on essaye de faire. Et là-dessus s'ajoute, comme tu dis, la conscience, l'esprit, pour lequel on n'a absolument aucune idée. On postule que l'esprit doit forcément être une émanation de la matière, mais c'est peut-être exactement l'inverse. Et ce qui est curieux, c'est que les textes, par exemple les Védas, les textes les plus anciens de la tradition spirituelle indienne, te disent que c'est l'inverse. Et des textes spirituels dans le monde entier, qui n'ont rien à voir les uns les autres, te disent mais c'est l'inverse en fait. C'est la conscience qui est première, et c'est la conscience qui crée la matière. C'est notre conscience qui fabrique notre corps. C'est pas l'inverse. Mais là, on entre dans des choses qui sont en train d'être explorées par les scientifiques, et qui sont absolument patientes, mais on n'a pas les réponses et on n'a pas encore le modèle. Est-ce que parfois, tu te détends, tu regardes une série débile en mangeant une pizza? Ah mais à fond, à fond, à fond. Parce que je me dis, avec tout ce que tu réfléchis, parce que tu vas extrêmement loin dans ta réflexion et dans ton travail, parfois ça doit être hyper vertigineux. Et je me demandais si tu revenais à des choses très basiques. Ah mais à fond, mais j'adore les séries, je suis un mec vivant normal. Ouais non, ça c'est pas parce que la mort fait partie de ma vie depuis 20 ans et que j'explore tous ces sujets-là que je me suis coupé du monde. Au contraire. T'es ouvert encore plus. Je suis ouvert, j'adore rigoler, j'adore... Mais t'es quelqu'un d'extrêmement doux. Est-ce que pour toi, le sentiment ultime, c'est l'amour, tout ce qui relie tout ça? Ouais, parce que une des leçons de toutes ces expériences, c'est que tu sais, on dit souvent que à un certain niveau de réalité, on fait tous partie de la même source. C'est un peu bizarre, ça veut dire quoi, faire partie de la même source? Mais en fait, c'est quelque chose que tu peux ressentir. Tu peux ressentir. Notre conscience, tu vois, si elle est uniquement fabriquée de notre cerveau, ma conscience, elle est en moi, ta conscience, elle est en toi. Sauf qu'elle n'est pas fabriquée par notre cerveau, la conscience. Donc, ma conscience, d'une certaine manière, elle est sensible à la tienne. La tienne peut entrer dans la mienne. Les frontières sont un peu différentes. Au même titre qu'elles sont ma conscience et celle de tous les gens que j'ai croisés dans le métro pour venir, elle a un point de rencontre quelque part. L'autre n'est pas quelqu'un forcément d'autre que nous-mêmes. Donc tout ce que je vais faire à l'autre, d'une certaine manière, je le fais à moi-même. Donc tout ça, ça a développé toute cette interrogation sur la mort, ça m'a changé ma façon de vivre. Ça fait de moi quelqu'un peut-être de plus attentif à ce qui m'entoure, de plus dans l'empathie, de plus dans la conscience que ce que je fais à autrui, je le fais à moi-même. Et qu'on va tous avancer en même temps dans cette existence et qu'on ne peut pas faire chacun un chemin isolément en ayant un petit peu rien à faire des autres, quoi. Donc s'intéresser à la mort, ça augmente l'empathie d'une certaine manière, ouais. Et est-ce que tu crois à la réincarnation? Oui, si je dois résumer de façon excessive. C'est évident que on n'arrive pas dans ces vies-là vierges. On arrive dans nos vies, toi, moi, tout le monde, avec des mémoires qui vont impacter notre existence, qui vont nous faire aller dans telle direction plutôt que de telle autre. On croit être des êtres humains autonomes, individuels et qui contrôlons tout. Et en fait, on est comme une espèce d'espace de rencontre entre toutes les mémoires de notre famille, tout ce qu'on va appeler les mémoires transgénérationnelles, les choses non réglées, notre arrière-grand-mère, elles sont là en nous quelque part. Et puis aussi, il y a un autre niveau de mémoire qui sont celles, peut-être les mémoires d'autres vies,
d'autres vies qu'on a fait dans le passé, mais peut-être aussi dans le futur. Ça, tu l'as exploré? Je l'ai exploré, ouais. J'ai exploré, j'en parle dans un livre qui s'appelle Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, qui est aussi disponible au livre de poche. Oui, tu as écrit beaucoup de livres, tu as écrit aussi un livre sur toi, ton enfance, des traumatismes très graves que tu as subis, l'inceste, mais ça encore, j'amène les gens à aller lire ton livre parce que c'est pareil, je trouve que dans certaines podcasts ou émissions que j'ai pu écouter de toi, je me dis, c'est pas quelque chose que je peux balayer, c'est trop grave, c'est trop important, donc je pense que, limite, j'aimerais refaire un épisode avec toi juste sur ça, parce que vu que t'en parles, je pense que t'es ouvert à dire là-dessus, mais c'est un sujet énorme. Bah, tu sais, je pense qu'on est constitué de plein de choses, et on se construit avec plein de choses, avec des choses dures, des choses faciles, des choses parfois extrêmement dures, et c'est ça la résilience dont parle Boris Cyrulnik, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie avec ce avec quoi tu t'es construit. Parfois tu t'es construit avec des vraies saloperies, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, et voilà, et moi j'ai découvert vraiment très tard que j'avais vécu des choses dans l'enfance qui tout d'un coup expliquaient plein d'aspects de mon caractère, de mes moments de mélancolie, de mes difficultés parfois en relation. Et tout d'un coup tout s'éclaire, mais s'éclaire vraiment très tard. Et tu penses que tu es guéri aujourd'hui? Bah, de ça, oui, d'une certaine manière, oui. J'ai mis en lumière des événements traumatiques qui me sont arrivés dans l'enfance. J'ai eu l'impression de pouvoir les intégrer, les dépasser. Ça a été compliqué, c'était très difficile, mais voilà, j'ai l'impression d'en être guéri aujourd'hui. Oui. Bon, je sais que... On a trop de choses à se raconter. Oui, vraiment, je pourrais rester des heures, tu me passionnes. Je te remercie pour ce moment-là, j'espère pouvoir te réinviter. Avec grand plaisir. Le prochain livre, puisque de toute façon, je pense que tu vas en écrire encore 15 minimum, donc tu fais tout 15 par 15. Donc, Mais celui dont on parle et grâce auquel on se rencontre, la mort n'existe pas, pour moi, il est vraiment important parce que ce sujet, il s'aborde à la fois avec la raison, avec la rationalité, chose que je présente dans tout l'ensemble du livre. On peut traiter rationnellement de ce sujet, mais il s'aborde aussi avec le cœur parce qu'il touche à des émotions, il touche à différentes dimensions. Et ça aussi, j'ai voulu le partager. Donc, c'est vraiment la synthèse de plus de 15 ans d'enquête, de voyage, d'expérimentation. Et c'est celui, si le plus abouti. Ce dont on a parlé aujourd'hui intéresse ceux qui nous écoutent, c'est peut-être le plus abouti, c'est celui par lequel j'invite les gens à commencer à me découvrir en fait. Bah, je te remercie, j'espère te voir très vite et puis merci pour ton travail parce que c'est un travail vraiment de recherche et voilà. Et j'espère que tu vas continuer d'éveiller les consciences et la tienne en premier. Et la mienne surtout. Merci. Merci Stéphane.